Monsieur Declercq, rebonsoir, puisqu'en fait, on a presque passé la soirée ensemble juste ici, dans la mesure où nous venons de sortir de la salle où se tenait cette réunion réflexive cet après-midi, à propos de la question de savoir dans quelle mesure tout ce qui s'est pensé, tout ce qui s'est fait jusqu'à présent en termes de réflexion sur l'égalité de genre, d'une part, et puis d'autre part, tout ce qui s'est fait jusqu'à présent sur l'inclusion. On s'est posé la question de savoir s'il était important pour une structure telle qu'une université européenne, UNIS, par exemple, si on a intérêt à opter plutôt pour une vision séparée ou plutôt pour une vision intégrée des questions, d'une part de genre et d'autre part d'inclusion. On a eu l'occasion d'entendre les spécialistes qui étaient conviés, vous en particulier, et on a eu l'occasion d'entendre aussi le public, dans lequel il s'est avéré que figuraient des étudiants universitaires, mais pas uniquement. Avec quelle sensation ressortez-vous de cet événement qui vient de se dérouler, avec quelle réflexion plus sans doute construite pensez-vous que nous pouvons maintenant continuer le chemin? Oui. Comme on a pu le voir dans la réunion qui s'est passée ce soir, c'est qu'il y a quand même une grande partie de l'audience qui avait l'air de voter pour une vision intégrée. Et c'est une vision qu'on peut retrouver en dehors de la Fédération de Bruxelles habituellement. Mais je dirais que ma réponse est plus nuancée que ça. Et je pense que ça venait avec la toute première intervention qu'on a pu entendre, à savoir qu'il ne faudrait pas diluer la question de genre dans les questions générales d'inclusion et les questions générales de diversité, mais potentiellement trouver le juste équilibre entre une question de genre et les problématiques de genre qui ont leur place en tant que telles, tout en permettant de pouvoir les intégrer et les connecter aux autres questions d'inclusion, parce que finalement, la question du genre ne se pose pas, et très très rarement, uniquement sur son aspect de genre, mais potentiellement son aspect de genre connecté avec d'autres aspects, tels qu'on l'a vu ce soir avec M. Lahaye, sur les questions socio-économiques notamment. Ce serait sur ça que je reviendrai. Qu'est-ce que vous pensez de l'exemple concret que je vous propose maintenant, dans le cadre actuel de nos législations de Belgique francophone, une femme enceinte qui demande des aménagements raisonnables pour passer des examens ne peut pas donner droit à sa demande. C'est légalement impossible à ce jour. Comment pensez-vous qu'on puisse aborder ce genre d'exemple concret? C'est une question qui s'étend plus largement à ce cas spécifique, mais qui s'étend généralement à la question des besoins spécifiques. Donc, j'ai fait pas mal de recherches sur la question de l'équité de chances par rapport à la question de transition vers l'enseignement supérieur, notamment au travers de ces questions de besoins spécifiques et notamment au travers de la parole des étudiants qui sont en besoins spécifiques. Ce que nous disent beaucoup ces étudiants, c'est qu'il y a un des éléments qui pose beaucoup de soucis, c'est le fait de cette grande, je dirais, lourdeur administrative, voire cette complexité administrative et cette lenteur administrative dès qu'il y a un besoin d'aménagement. Et donc, ce manque de flexibilité de nos services, de nos institutions par rapport à certaines demandes. Et donc, des demandes qui arrivent potentiellement un jour en retard par rapport à la deadline qui avait été proposée, qui était déjà peut-être deux mois avant l'examen, ne pouvaient pas être reçues, alors qu'elles auraient été 24 heures plus tôt, elles étaient reçues pour les mêmes conditions. Donc il y a vraiment, je pense que un des éléments sur lesquels on peut faire évoluer cette question d'inclusion et cette question de genre, c'est dans la façon dont on gère un point de vue administratif, en ayant une plus grande flexibilité et une approche moins lourde au niveau administratif, qui est un des obstacles, entre autres, je dirais, du fait de pouvoir enclencher ces démarches, et on le voit sur les questions de genre, mais aussi sur les questions de recours à d'autres aides financières pour des personnes plus précarisées. C'est cette question de lenteur et de complexité administrative qui pose beaucoup de soucis. Donc je pense que c'est un point d'ordre qu'on pourrait mettre dès le départ, sur lequel on pourrait se focaliser, pour avoir une plus grande flexibilité dans les offres proposées. Sans doute est-il intéressant que les établissements d'enseignement supérieur se parlent
à ce propos, parce qu'évidemment, on est très proche de considérations qui sont des considérations inscrites dans le droit. Tout à fait. Et je pense que c'est un élément qui manque encore aujourd'hui, c'est ce manque de concertation entre les établissements d'enseignement supérieur, potentiellement entre les établissements d'enseignement supérieur et la reste, qui se concertent évidemment. Mais quand on voit les actions qui sont mises en place et la façon dont les personnes travaillent, il y a une concertation, mais qui va quand même amener à des actions et des mises en application très très diverses. Et il n'y a pas vraiment cette rétroaction plus systématique qu'on peut observer. C'est quelque chose avec lequel j'ai discuté, sur lequel j'ai discuté avec plusieurs participants et participantes ici, qui nous disaient, on a l'impression de réinventer la roue. On sait que ça a été fait dans une autre institution, mais on n'a pas cette communication. Et donc chaque institution se pose la question de quelles ressources on va développer, comment est-ce qu'on va traiter ces aspects, mais sans vraiment capitaliser sur ce qui existe déjà et ce qui pourrait exister autre part. Donc, je pense qu'on pourrait gagner énormément de temps en termes d'efficacité des actions si on mutualisait encore davantage. C'est déjà fait, mais ça nécessiterait vraiment encore davantage de concertation. Oui, c'est d'accord. Je pense que ce point de vue montre que à l'échelon d'un autre ensemble d'établissements d'enseignement supérieur, celui qui est représenté par les 10 universités de Nice, c'est aussi une dynamique qu'on a tout intérêt à mettre en place, au moins pour le fonctionnement de la future université européenne, peut-être déjà pour profiter des expériences des uns et des autres. Oui, tout à fait. Et je pense que si on veut réfléchir sur ce point précis de communication entre les différentes universités, il peut être aussi tout à fait intéressant qu'il y ait déjà une démarche proactive de communication avec les autres établissements dans les différents contextes nationaux des différentes universités qui puissent être faits en amont pour que ce ne soit pas juste une communication entre les 10 universités, mais que ce soit une communication entre les 10 universités nourrie par des communications nationales de proximité. Parce que et c'est comme je vous l'expliquais tout à l'heure dans ma conférence, la spécificité des contextes va beaucoup compter dans la façon de gérer cette inclusion. Et donc, juste faire discuter 10 universités qui sont dans des contextes différents sans avoir cet apport d'autres acteurs ou d'autres actrices importantes du contexte national va rester limitatif. Donc, je pense qu'il y a vraiment ce travail qui doit être fait. Un autre travail qui devrait être fait aussi, c'est dans l'université en tant que telle, parce qu'on parle de la communication entre établissements, mais à l'intérieur même d'un établissement, je pense que cette logique de réflexion en termes d'inclusion entre les différentes facultés et entre les différents acteurs et actrices, enseignants, enseignantes, les conseillers, les conseillères, les personnes contactantes, et ainsi de suite, toutes ces personnes puissent déjà avancer avec un front commun, un objectif commun, une vision commune. Ce qui est pas encore tout à fait le cas non plus. Donc, il y a un travail dans les institutions, il y a un travail en amont de chaque institution avec ses partenaires nationaux. Et puis, évidemment, il y aura ce travail à faire entre les 10 universités ici pour pouvoir combler et boucler la boucle sur cet aspect de communication, etc. Alors, dans le cadre de cette espèce de colloque, de cette forme de séminaire un petit peu bizarre, atypique, résolument atypique, résolument bizarre, évidemment, que l'on a voulu comme tel. Je crois qu'on a vu que les mots étaient terriblement importants, que les concepts n'étaient pas forcément aussi clairs et si partagés. C'est plus facile de partager des mots que de partager des concepts, surtout si on met chacun derrière les mêmes mots qu'on utilise, des significations peut-être personnelles. Alors, il me semble à ce propos que je vous ai entendu utiliser l'expression équité des chances. Est-ce que c'était un lapsus? Pourquoi n'avez-vous pas dit égalité des chances? C'était pas réellement un lapsus, c'était vraiment cette logique de réfléchir sur la notion d'équité versus la logique d'égalité, la logique d'égalité, comme je le disais tout à l'heure, est vraiment cette logique de fournir les mêmes choses aux mêmes personnes, même chose à des personnes différentes, justement, en considérant que, je dirais, la même action,
pourra convenir à différents publics. Ce qui se détache de la notion d'équité, qui est vraiment la logique de penser les ressources et les différents éléments fournis en fonction des diversités des publics, et donc de ne pas fournir la même chose à une diversité publique parce qu'on considère au départ qu'il y a une diversité de besoins. Et donc dans cette logique d'égalité des chances versus d'équité des chances, il est possible que dans certains contextes et pour certains publics, il soit nécessaire de renforcer encore davantage les actions pour favoriser les chances de réussite, alors que d'autres publics en ont peut-être moins besoin. Et donc on n'est pas dans une égalité de l'encouragement à la réussite et des actions pour encourager la réussite, mais plutôt une équité en fonction des besoins de chacun des publics. C'est pour ça que je garde plutôt cette perspective d'équité des chances et d'approche équitable qu'une approche égalitaire qui aurait tendance à fournir à tous et toutes exactement la même chose. Peut-être une dernière question qui sera différente des autres. Les autres que je vous ai prévus s'adressaient à votre intellect. Ici, c'est peut-être plus aux émotions et les ressentis que je voudrais aller chercher. Alors, je voudrais savoir comment vous avez vécu cette soirée et en particulier ici à la fin où il y a eu un panel avec les trois conférenciers et puis surtout beaucoup d'interventions, mais vraiment beaucoup d'interventions du public, public qui représentait à peu près une quarantaine de personnes, mais je ne les ai pas comptées précisément, public qui était en fait présent sans que un professeur ait dit à ses étudiants de venir, sans qu'on ait fait un battage médiatique extraordinaire. Donc, un public qui a dû repérer l'existence de cette rencontre et y trouver un intérêt. Donc, il y a déjà la démarche vers l'événement. Et puis, un public bavard, parce qu'il avait beaucoup de choses à dire. Et quand je dis bavard, c'est sans aucune connotation péjorative, car je n'ai rien entendu d'inintéressant de tout ce qui est venu du public. Comment est-ce que vous trouvez après ça? Naturellement, on aurait eu cette conversation, mais on n'a pas eu le temps. Donc, ce sera notre dernière question. Et puis, nos spectateurs, malheureusement, n'assisteront pas à toutes les réponses. Sans doute qu'on poursuivra après. Mais pour le résumer en un mot, je pense que je l'ai vécu de manière, très très bien vécu, à savoir que ici, et c'est pas une exception, mais on est dans un événement qui, selon moi, témoigne de toute cette effervescence et tout cet intérêt, cette sensibilisation pour les questions d'équité, les questions d'inclusion et les questions de genre aujourd'hui. Donc j'étais assez positivement, pas surpris, non, mais j'étais assez positivement, je me positionnais assez positivement par rapport à cet aspect, surtout que comme vous l'avez dit ici, on a eu pas mal d'interventions, mais beaucoup d'interventions avec énormément de respect, une posture tout à fait respectueuse, et pas dans l'attaque ou pas dans la remise en question ou pas dans l'émotion, ni dans l'émotion ni dans les idéologies, mais vraiment dans la compréhension et un travail constructif. Donc ça c'est tout à fait positif et je trouvais ça très intéressant, mais peut-être pour le mettre en demi-teinte, un des aspects sur lesquels que je pourrais voir avec un sentiment un peu plus négatif, c'est de se dire dans nos réflexions et dans la façon dont on travaille, on est encore dans une réflexion qui manque de maturité par rapport à ces questions d'inclusion et ces questions de genre. On a beaucoup réfléchi à est-ce qu'on doit inclure ou non la question du genre, en la traitant souvent avec la question de les femmes versus les hommes, en occultant un petit peu cette espèce de continuum qu'on peut avoir avec les personnes non genrées, les personnes qui vont être trans ou les personnes qui sont non binaires. Et donc, on est dans une logique où on essaie encore de mettre les difficultés en différentes cases, où ici, dans cette question d'inclusion et ces questions de genre, j'ai l'impression pour avancer davantage, il faudra encore réouvrir davantage à aller plus loin. On voit aussi qu'on avait encore une certaine maladresse par rapport aux termes employés, égalité, équité, inclusion ou intégration. Et donc ici, j'ai l'impression que on est en train de faire nos premières armes par rapport à ces questions-là pour vraiment se positionner, savoir comment est-ce qu'on positionne notre première attitude, quels sont les bons termes à employer pour prendre des bons choix pour la suite. Et donc ça, c'est peut-être ma dernière impression, c'est aussi que
j'étais assez content et vraiment positivement affecté par rapport à ces questions, dans la mesure où je me dis, c'est pas très grave qu'on soit encore un peu loin dans la réflexion, parce que c'est une réflexion préliminaire qui va permettre de faire avancer un travail sur plusieurs années. Donc, c'est très intéressant de pouvoir se poser suffisamment tôt toutes ces questions, parfois un peu naïves, parfois encore trop dichotomisées, pour pouvoir justement prendre distance et apprendre par rapport à ça. Et j'ai l'impression que, et il n'y a pas que moi qui l'ai dit, mais il y a plusieurs personnes, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup appris lors de cette première discussion, première intervention, et que ça nous permettra vraiment d'avoir une vision mature de ces questions d'inclusion et ces questions, et de traiter la problématique de genre de manière beaucoup plus mature et beaucoup plus flexible et processuelle que dichotomique et très catégorisée tel qu'on pourrait le voir dans certains cas. Donc largement très positif, largement très positif. Donc, la seule conclusion après ce que vous venez de dire, c'est il faut continuer. Il faut continuer. Ah ben, il faut continuer. Ah, On y va? Alors, Allez, continuons.